Qui suis-je? Nous passons beaucoup de temps à essayer de répondre à cette question, mais c'est probablement l'une des plus essentielles que nous puissions nous poser. Et mais il y a une autre question associée à celle-ci dont on parle beaucoup moins et c'est ce que nous allons aborder dans cette capsule. Donc la première question, notre expérience, bien sûr, nous fait cheminer pour y répondre plus ou moins consciemment. Et l'univers du développement personnel, de la philosophie, de la métaphysique, de la spiritualité, même l'univers quantique, en fait, sont vraiment des domaines d'exploration privilégiés de cette première question, et surtout pour investir existentiellement celle-ci. Et ontologiquement aussi, tout ce qui est propre à notre dessin humain, si je puis dire, à notre état d'être humain. Donc, la question qui est beaucoup plus discrète, qu'on pourrait se poser et que je vous propose justement un petit peu de rejoindre lors de cette capsule, peut complètement changer en fait notre manière de répondre à la question du qui suis-je? Qui suis-je? Donc il s'agit de celle-ci. Depuis quelle expression de vous-même êtes-vous en train d'agir, d'être, d'écouter, de répondre, de bouger, de réfléchir, d'être en relation? Et j'irai même encore plus loin, c'est depuis quel espace de soi cette vraiment question émerge. Et depuis donc quel espace de soi la réponse aussi peut émerger. Parce que selon l'endroit depuis lequel cette réponse s'anime, on ne rencontrera pas du tout la même réponse. Et même le même niveau de réponse. Donc, ceci modifie en fait, j'ai mes petites notes à côté pour essayer de rester, ne pas diverger, le moins possible en tout cas, pour qu'on puisse vraiment que vous puissiez me suivre sans que l'on ouvre trop de portes. En fait, élargir cette question du qui suis-je modifie complètement la réalité de ce qui est. Parce qu'il y a à ce moment-là une prise en compte de la scène de la réalité, de son espace d'expression qui va vraiment nous positionner autrement vis-à-vis de nous-mêmes, de notre relation à nous-mêmes et de notre relation aux autres et de notre relation à la vie et donc de notre relation à la réalité avec un grand R. Donc, j'aimerais vous partager plusieurs choses à ce titre et puis voilà, des éléments et une représentation aussi que j'appelle de déchiffrage que je vois souvent se déployer dans mon expérience professionnelle comme à titre personnel. Mais avant tout, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Vital, donc j'explore et je partage et j'accompagne celles et ceux pour qui l'aspiration profonde ou même l'évidence d'incarnation est de consolider ou d'approfondir ou d'élever aussi leur manière de s'appréhender eux-mêmes, leur manière d'être en présence avec eux-mêmes, avec la vie, leur manière de reconnaître leur unicité et leur unité et toute l'envergure de qui nous sommes en fait profondément dans nos fondements et dans notre essence. Donc voilà, j'accompagne ce déploiement chez les unes et les autres. Donc revenons à notre sujet. Alors, nous allons déjà opérer deux distinctions qui me semblent importantes à poser ici, là, tout de suite, pour qu'on se suive bien et qu'on soit OK ensemble en correspondance sur les lexiques. Après, évidemment, vous avez vos mots, vous avez vos choix de prédilection, surtout gardez-les. Je vous demande pas d'adhérer aux miens, je vous demande vraiment de juste
accueillir et que ça puisse apporter de l'eau à votre moulin. Et de toute façon, ça passera toujours par votre prisme, bien évidemment. Moi, je vous partage le mien. Et ce qui est important, c'est d'écouter les mouvements, les dynamiques que ça peut éveiller en vous en termes de correspondance. Et aussi, bien sûr, si ça vous titille, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à aller voir. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Donc, revenons à notre première distinction. Donc, nous allons parler de la personnalité et de l'identité. Alors, pour moi, la personnalité, j'ai une définition assez claire de cette dernière, qui est vraiment la construction, notre construction adaptative ou suradaptative qui a été nécessaire à notre développement et à notre cheminement. Donc elle est constituée à partir de plusieurs choses, bien sûr. Elle a établi notre tempérament aussi. Et elle se construit au travers de toute notre histoire, de notre apprentissage, de notre environnement, de nos relations, de nos appartenances, de toute notre expérience en fait, mais qui a plusieurs niveaux d'expérience parce qu'elle s'est construite donc au fil de notre histoire. Alors bien sûr, vous avez le transgénérationnel, vous avez l'intra-utérin, vous avez la naissance, vous avez les premiers stades de développement, vous avez toute la notion d'imprégnation, etc. et toute l'expérience de vie tout simplement. Donc ça, ce sont d'autres sujets que nous pourrons explorer dans d'autres capsules. Si ces sujets d'ailleurs vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc revenons plutôt à cette personnalité qui est une intelligence adaptative en fait, qui s'est construite finalement donc à nouveau au fil de notre histoire. Elle est très précieuse parce qu'évidemment elle a servi ce fameux développement, elle nous a permis de trouver aussi notre place, de nous adapter, d'être dans une appartenance, de nous protéger, de créer du lien et de fonctionner, si je puis dire, d'être dans ce monde, de pouvoir jouer le jeu du monde, le jeu du terrain qui est celui de l'incarnation. Donc, en fait, je souhaite appuyer quelque chose. C'est que je ne considère absolument pas que la personnalité est quelque chose dont il faudrait se débarrasser, entre guillemets. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que j'associe la personnalité pour moi à l'ego. L'ego, pour moi, est une construction, c'est la construction de la personnalité. Alors certains vont distinguer, il y a sûrement des nuances. Pour aller au plus simple, l'ego pour moi est complètement, est très très proche de la personnalité, si ce n'est la personnalité. Donc je ne considère pas qu'elle est un problème. Elle est présente, ou il est présent, il continue d'être et il a une véritable fonction. Il n'existerait pas dans notre développement ce fameux ego s'il n'était pas utile et s'il n'avait pas une certaine valeur. D'accord ? Ça nous permet vraiment d'être dans un espace et un temps et d'être dans une continuité de filiation, d'avoir du sens par rapport à ça, parce que justement, il est porteur de l'histoire, du scénario et de notre manière d'y avoir répondu. On va dire ça comme ça, de nous y adapter ou de nous suradapter. Donc ça, c'est précieux. Et pour moi aussi, je dirais donc que l'ego n'a jamais été un problème. Le problème peut arriver lorsqu'on commence à confondre plusieurs choses. Donc il y a aussi deux distinctions. La première est que si cet ego, qui est une construction, on le confond avec le fait qu'il résume l'entièreté de qui nous sommes. Ça, c'est une première confusion pour moi. La deuxième précision, c'est lorsque nous croyons en effet, je l'ai dit juste avant, que cet ego est notre ennemi. C'est absolument pas évidemment le cas. Cependant, il peut être blessé, il peut être traumatisé, et parce qu'il a été très malmené, et je dirais plutôt qu'il peut être en ce sens dénaturé. Moi, j'emploie souvent ce terme d'un ego dénaturé. On peut avoir un ego sain de nature et un ego dénaturé. Alors, je dirais pas malsain, je dirais dénaturé. Mais il peut revêtir des apparences malsaines, oui. Et à ce titre, il peut être trop amoindri. Quand je dis malsaine, c'est pas sain pour nous, hein. Trop amoindri ou trop excessif. Donc voilà les deux précisions à éclairer selon moi dans l'approche que nous pouvons avoir de l'ego. Ça me semble important de le poser tout de suite. Ensuite, je distinguais la personnalité de l'identité profonde. Donc,
Qu'est-ce que pour moi l'identité profonde? C'est la dimension de nous-mêmes, de notre être, qui ne se réduit pas du tout au scénario, à notre histoire ou à nos histoires, ni à notre suradaptation, donc ni à nos rôles, et ni à tout ce que l'on a appris, véritablement acquis au travers de l'apprentissage. Voilà, donc c'est vraiment cette dimension de l'être qui ne se confond pas, en fait, avec notre personnalité. Mais elle ne la nie pas du tout. Elle est juste distincte, mais elle est affiliée. Donc, comment de telle sorte? Parce qu'elle l'englobe, elle l'embrasse, elle la précède aussi, elle la traverse et elle va redonner sa juste place à la personnalité. Donc, pour moi, il ne s'agit absolument pas de choisir entre personnalité ou identité profonde, l'enjeu ne se situe pas là. Donc, vous connaissez aussi vraiment mon attachement au et non au ou. Il s'agit de pouvoir demeurer avec harmonie, avec notre personnalité et notre identité. Mais encore, la question, faut-il savoir qui occupe la première place? Et l'enjeu va être davantage ici. Qui tient les rênes? Qui nous conduit? Qui tient le gouvernail? Donc, j'aimerais aborder là un exemple. Peut-être aussi que vous avez ressenti, vous avez vécu ce type d'expérience à certains moments. Peut-être lorsque vous étiez en relation avec des personnes et que vous communiquiez sur des sujets qui vous tenaient à cœur, ou que dans des situations aussi vous n'étiez pas si confortable que ça dans un échange, ou peut-être l'avez-vous observé auprès de vos proches ou de personnes plus ou moins dans un contexte aussi peut-être professionnel ou autre en tout cas. Donc, nous allons prendre l'exemple justement d'une personne ou de vous, par exemple, qui a besoin de prendre tout l'espace d'une conversation, qui est vraiment omniprésente, pardon, qui va sans arrêt trouver la moindre faille de silence pour s'engouffrer et prendre le devant de la scène, raconter tout un tas de choses, rebondir sur tout ce qui est dit, ramener à elle, etc., et réexposer les choses. Ça peut être passionnant, hein. Ça peut être aussi très très divertissant, ça peut être très entraînant également, hein. Elle peut expliquer beaucoup, elle anime beaucoup de choses, elle remplit l'espace ou il remplit l'espace. Et il y a très peu de silence. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a une telle énergie, qui se renouvelle en permanence, qui se renouvelle dans l'art-nation, qui fait que, ouf, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Donc, il peut y avoir aussi des notions de la personne peut couper la parole aussi, elle laisse pas l'autre finir, elle laisse pas l'autre rentrer dans l'espace, elle peut aussi beaucoup se justifier. Donc, en fait, elle ne laisse pas suffisamment de présence à l'autre ou aux autres ou voilà. Donc, on pourrait, en fait, face à ce type de comportement, même au regard de nous-mêmes, hein, si on l'a eu, ou si on l'a de temps en temps, dans des contextes aussi particuliers, hein, pas nécessairement tout le temps, on pourrait juger, j'allais dire, ce comportement. Alors là, je pose aussi un petit peu un lexique. Pour moi, juger n'est pas quelque chose que je considère négatif, entre guillemets. Je vais plutôt parler de condamner. Parce que juger, pour moi, juger, c'est évaluer les choses. Évaluer les choses, c'est plutôt pas mal. Parce que ça permet aussi une forme de discernement. Donc, je ne vais pas employer ce terme de juger. En général, vous allez m'entendre plutôt sur le thème condamner. Le terme condamner. Condamner qui au contraire, qui va poser un poids, qui va poser quelque chose un peu de lourd comme ça, qui va être plutôt, entre guillemets, une posture, enfin un regard négatif, entre guillemets. Je vais dire qui alourdit, qui appesantit, qui complique les choses. Non pas complexifie, mais complique les choses. Donc, à ce moment-là, on pourrait donc qualifier ce comportement et de négatif, on va le condamner et conclure, ouh là là, cette personne ne sait absolument pas écouter. C'est une cata, elle pense qu'à elle, elle a plein de choses à prouver, gna 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 gna, voilà. Voilà. Donc, et en fait, là, je pose la question. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qui se joue. Alors ça, c'est vraiment important. Il peut y avoir, bien évidemment, aussi cet aspect-là, mais peut-être pas uniquement.
Donc c'est toujours ce fameux et. C'est souvent ces raccourcis-là masquent souvent une complexité quand même qui est sous-jacente. Nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres nuancés, donc il est important d'essayer de percevoir toute cette richesse avant d'étiqueter rapidement. Donc, en fait, cette personne peut avoir été plutôt contrainte dans son espace d'expression. Elle ne laisse pas suffisamment de place et d'espace à l'autre parce que justement, ce qui a déterminé ce comportement va plutôt parler du fait qu'elle-même n'a pas pu prendre son espace, par exemple. Si cette manière d'occuper l'espace avec l'autre avait une manière de trouver enfin un endroit où elle peut exister aujourd'hui en tant qu'adulte, alors que ça n'a pas été le cas en tant qu'enfant. Et justement, si une partie de cette personne avait appris qu'elle devait saisir l'espace très rapidement lorsqu'il se présentait pour pouvoir être entendue, parler plus fort, vraiment être omniprésente dans cet espace sur peut-être un court laps de temps aussi, ou appuyer suffisamment avec des arguments pour que les autres se taisent et écoutent. Donc tout ça peut provenir de souffrances, évidemment, ou même voire même de traumatisme, de manque d'espace d'expression, de sentiment de ne pas avoir été compris ou comprise, d'intensité aussi, ou de sensibilité qui ont mal été accueillies, enfin mal été accueillies, peu accueillies, on va dire ça comme ça. Besoin aussi d'expliquer pour vraiment être reconnue et être prise à sa juste valeur, prise en compte à sa juste valeur. Peut-être aussi, et souvent même, une peur implicite de perdre la connexion, de perdre le lien, de perdre la relation, de perdre l'attention de l'autre. Donc ça remonte souvent aux blessures de l'enfant intérieur. Ça peut être des hypothèses, en tout cas de base, qui sont souvent fondées et que l'on découvre souvent lorsque soi-même on fait un travail d'introspection, bien évidemment, travail sur soi et de continuité, de compréhension de soi et de notre architecture, de notre orchestration intérieure. Également lorsque on accompagne ce type de travail aussi auprès des autres, on remonte souvent ce genre de souffrance en tout cas, ou de non-entendement à la base. Alors, revenons aussi à cet exemple pour réinterroger qui parle à ces moments-là, qui remplit encore les silences, qui parle autant dans ces espaces d'ouverture ou de prise ou de prise d'espace. Quelle expression particulière de soi s'exprime? Est-ce que cette expression est issue de la personnalité, qui cherche encore quelque chose, évidemment? Ou est-ce que cette expression provient de l'identité? Donc, là, j'ai envie de poser cela. Nous allons aller un petit peu plus loin. Donc, le plus souvent, s'il y a eu souffrance et traumatisme, je ne vous apprends rien, c'est souvent la personnalité évidemment qui s'exprime ou l'ego dénaturé en ce sens. Donc la personnalité dénaturée, on peut aussi dire ça comme ça. Et elle va être sur le devant de la scène, bien évidemment. Une autre vraie question peut-être à se poser, ce n'est pas de dire à cette personnalité, écoute ma cocotte, on va faire en sorte que tu t'exprimes moins, que tu parles moins, on va corriger ce comportement-là, parce qu'on va couper moins, on va écouter davantage, on va essayer d'optimiser ton comportement, de rectifier ton comportement, plus que d'ajuster ton comportement souvent, sans avoir suffisamment rencontré ce qui était sous-jacent et qui était en train de se dire, qui était en train de s'exprimer. Ça, c'est fondamental. Pour pouvoir faire cet approfondissement dans la manière de pouvoir opérer une transformation, c'est vraiment de se dire déjà on peut faire une petite évaluation
à combien de pourcents cette partie de moi-même s'exprime, par exemple, dans ce type d'espace. Ça peut être d'autres exemples, mais on va rester sur celui-ci. Dans la réalité présente, que j'anime spontanément, en fait, donc ça veut dire qu'il est le résultat de ce que j'ai intégré, à combien de pourcents, on va dire sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, cette présence de moi s'exprime. Cette partie de moi s'exprime. Est-ce que c'est à 50%, 70, 80, 40, 30? Ah, c'est bien, il y a une évolution, etc. Mais qui va le faire spontanément par réflexe comportemental, par automatisme, par habitude. Et surtout, en plus, favorisé par des contextes précis qui sont évidemment des déclencheurs. Quel espace cette expression de moi occupe précisément dans l'instant présent? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle me pilote totalement, que c'est elle qui me conduit, en fait? Ou est-ce qu'il y a aussi autre chose? Et est-ce que j'arrive à avoir une relativité dans cet instant présent quand quelque chose de moi, comme ça, s'anime et qui correspondrait à une partie de ma personnalité, encore, j'allais dire, en tentative de résolution par rapport à ces blessures ou à ces traumatismes. Parce que je pense que c'est vraiment très important, parce que cette partie-là se situe dans un espace de réalité de vous-même. Ça, c'est fondamental, parce qu'elle va être votre espace de réalité propre, qui va être sur le devant de la scène, qui va vibrer, j'allais dire aussi, qui va résonner, qui va s'exprimer beaucoup plus fortement et de manière première. Et donc c'est elle qui va instaurer un certain nombre de choses dans votre environnement, dans votre relation à l'autre, dans votre relation à la vie et surtout aussi dans votre relation à vous-même, dans votre théâtre intérieur, dans votre architecture intérieure, dans votre orchestration intérieure. À qui vous laissez le plus de temps d'expression ou à qui vous déléguez la justesse de votre expression la plupart du temps. Ça, c'est assez génial d'avoir des validations de plus en plus immédiates au moment présent où cela se joue, où cela s'exprime, où cela se révèle dans votre quotidien. Alors, par exemple, nous allons aborder, je reprends mes petites notes pour ne pas perdre, pour pas aller trop loin, ouvrir d'autres sujets. Mais avant toute chose, je profite pour vous dire que si ce type d'observation, de cheminement, comme ça, de réflexion, d'interrogation, de regard posé sur ce que nous vivons, résonne pour vous, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne pour pousser d'ailleurs les ovnis ou pour pousser la chaîne tout court si ces sujets-là vraiment vous parlent. Hein. Et dites-moi en commentaire ce que ça vient toucher, ce que ça vient éclairer ou questionner en vous. Et vous pouvez aussi tout simplement me laisser simplement un mot, comme une résonance ou une question. Et si vous pensez que cette capsule peut aider une personne de votre entourage à regarder les choses autrement, à ouvrir le champ de ses perceptions, ben vous pouvez bien sûr la lui partager. Merci. Donc, revenons à nos moutons. En fonction de l'espace que va occuper votre personnalité, votre ego, et l'espace propre à votre identité, qui, elle, selon moi, englobe, embrasse votre personnalité, et la personnalité, pareil, est traduite dans votre corps aussi, par votre corps. Donc il y a un petit peu comme ça des poupées russes, vous pouvez voir votre représentation là, physique, tangible, vous pouvez voir votre représentation intangible qui est la personnalité, donc votre comportement, votre manière d'animer cet espace corporel, et ensuite vous avez votre identité qui est aussi à la fois bien sûr à l'intérieur mais qui se déploie aussi à l'extérieur, qui peut avoir une dimension beaucoup plus globale et qui, pour moi, a la vocation d'embrasser les deux autres et de résider en amont des deux autres. Ça, c'est un autre sujet, on pourra en reparler dans une prochaine capsule. Mais disons que si nous revenons aux nos deux distinctions premières, que sont la personnalité et l'identité, elles ne vont pas résider du tout dans le même espace de soi. Donc, lorsque nous pouvons regarder, en relativité, c'est tout à fait possible avec notre personnalité, parce qu'elle est aiguisée, elle a du discernement, elle est intelligente, elle peut avoir une vision relative et s'interroger
avoir un statut d'observatrice. Absolument, l'observatrice peut appartenir à la personnalité. Mais vous avez un autre niveau d'observateur qui serait plutôt de l'ordre du guide, on va dire ça comme ça peut-être aussi, je vais essayer de faire cette distinction, mais qui est la grande observatrice, qui est cette relativité, cette mise en cette perspective, en fait, qui est beaucoup plus unifiée, beaucoup plus globale, qui est celle de votre identité, et qui est aussi la plus profonde. Si elle est la plus profonde, elle est aussi la plus large, la plus élevante. Ça, c'est les vases communicants, si je puis dire. Donc, à ce titre, l'espace d'observation de votre identité ne va pas du tout proposer la même compréhension. C'est là où je veux en venir. Donc, si on veut aller plus loin sur cette question du qui suis-je, je vous rappelle qu'était la première question, et surtout depuis quelle expression de moi-même suis-je en train de répondre? Et justement, depuis quel espace cette expression de moi-même s'exprime? Là, on a deux choses. On a l'influence de l'espace et l'influence de l'expression elle-même, c'est-à-dire la personnalité ou l'identité. Les deux sont à prendre en compte, véritablement. Je vais vous donner, on va reprendre l'exemple que nous avions tout à l'heure. Si on va, j'allais dire, regarder le comportement du point de vue de la personnalité. À nouveau, on l'a fait tout à l'heure, sur cette personne qui prend trop d'espace, dans la conversation par exemple. Vous allez vous dire, ah waouh, vous allez condamner cette personne. Et vous allez dire, oui, il y a quelque chose à rectifier, il y a quelque chose à ajuster, ça va pas, etc., etc. Oui, il y a matière à opérer des changements à ce niveau-là aussi. Et donc, vous allez plutôt avoir posé une forme d'autorité qui va essayer à nouveau, de corriger. Donc, ça définit quelque chose de très précis. Ça définit que cette réalité, elle va vous qualifier d'insuffisant ou d'insuffisante, de dysfonctionnel, ou dans une forme d'impuissance puisque vous n'arrivez pas à établir les choses, à corriger les choses comme vous voulez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le climat de cette réalité à ce moment-là lié à cette personnalité dénaturée ou cet ego dénaturé, va induire, et là je vais directement aller sur un champ d'énergie ou de fréquence particulier, qui va être justement le reflet de choses à corriger un petit peu, on va dire, dual, d'accord, par effet de manque. Ça va polariser l'histoire. Et vous allez être sans arrêt en train de jongler sur ce qui est à régler, ce qui est à changer, ce qui est à modifier, et vous allez opérer ces changements. Ça marche à ce niveau-là, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est long, laborieux, pesant, difficile, et en même temps, vous avez toujours à tirer. Il y a quelque chose qui est épuisant à réitérer sans arrêt. Il y a une constance qui nécessite une répétition. C'est vrai que les choses s'inscrivent dans la répétition. Mais il y a quelque chose qui, à nouveau, de l'ordre de soit passage en force souvent, soit, de l'ordre de faut vraiment y aller, quoi. À l'huile de coude, faut y aller, faut réitérer, etc. Et avec l'estampille, courage, ténacité, etc. C'est très différent. Pour moi, il y a souvent l'estampille un petit peu forcing quand même de ce côté-là. Et souvent, on s'épuise. Et on a besoin de parenthèses pour pouvoir reprendre son énergie. Et en général, poum, tout sort. C'est un petit peu, vous savez, comme les régimes yo-yo. On fait bien comme il faut, on fait comme il faut. On fait ce qu'il faut faire, on arrive à se tenir, etc. Et au bout d'un moment, en fait, non. La contrainte est trop forte. Parce qu'elle émane d'un terrain qui va jouer sur une polarisation. Ce que vous devez corriger parce que vous êtes en manque ou vous avez quelque chose qui n'est pas là. Et donc en absence de quelque chose qui devrait être. Vous voyez, on est dans ces notions de polarisation, basées sur une insuffisance, un dysfonctionnement. Donc ça vous donne, là, désolée, je fais un petit peu une extrapolation, mais ça vous donne une perception de votre réalité, et donc souvent par extension de la réalité, qui va fonctionner je dis ça même dans une vidéo, par défaut. Donc défaut et par polarisation. Donc ça, on reviendra aussi sur ces sujets-là, si vous le souhaitez, plus profondément. Donc, ça va être une interprétation, une façon d'agir qui est souvent très commune, qui est la réalité de la personnalité, qui est la réalité du scénario, qui est la réalité de l'histoire que nous avons, que nous racontons, et à partir de laquelle nous opérons nos changements. Si vous voulez véritablement changer de réalité, de paradigme existentiel,
Vous devez sortir de ces histoires-là et de ce terrain-là. Pour faire ça, il s'agit de basculer. Ce sont des mots, bien sûr, mais il y a une manière d'aborder l'identité qui, elle, va résider dans un paradigme très différent, qui est un paradigme dépolarisé, qui est un paradigme unifié. On n'est plus du tout dans le fait de se prendre en compte comme dysfonctionnel à la base, comme ayant un manque, comme ayant une insuffisance, une impuissance. Vous voyez de ce que je veux dire? Pardon. Donc si on revient sur l'exemple du silence, imaginons quelle pourrait être la réponse de l'identité à votre avis, de cette grande observatrice. Qu'est-ce qu'elle pourrait aider? Qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre en fait? Quelle est la sensibilisation qu'elle pourrait éveiller au sein même de notre personnalité ou de la personnalité? C'est comme ça qu'on peut peut-être se poser les questions aussi autrement, à un autre niveau en fait, d'envergure, de perception de nous-mêmes et de notre réalité, donc de la réalité, selon moi. On est un prisme, hein, soi-même. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Je me tiens, je vous rassure. Donc, quelle pourrait être donc une nouvelle question de cette identité? Donc peut-être que ce serait de lui dire, écoute, si le silence n'était pas du tout perçu comme une contrainte dans quelque chose que tu dois absorber de nouveau et te taire en fait dans ton émissivité, dans ton expression, dans ta parole, ce serait plutôt non pas de parler moins, de faire autrement, mais qu'est-ce que ce silence pourrait représenter pour toi comme compréhension de ce qui se joue des dynamiques, des principes dynamiques du vivant, par exemple? On est à d'autres niveaux, vous voyez, on est quelque part hors espace-temps, dans des choses un petit peu plus universelles, entre guillemets. Premier, en ce sens, hein, un peu plus absolu. Donc ce serait, et c'est très concret, vous allez voir, c'est très concret. La question pourrait être, et si le silence n'était pas le droit, intéressant le lapsus, n'était pas l'endroit où finalement je rompais la relation, où je disparaissais de la relation avec l'autre? Et si, je répète, je repose, et si ce silence n'était pas l'expression de mon absence relationnelle avec l'autre ou de ma mise de côté dans la relation avec l'autre, ou dans le fait que je sois castrée moi-même dans mon expression avec l'autre? Est-ce que ce silence pourrait devenir lui-même un nouvel espace de rencontre avec l'autre, et donc de moi-même par la même occasion, de revisite de ma manière d'être en relation? Vous voyez, on est à d'autres niveaux à ce moment-là de questions. On est vraiment dans des questions de l'ordre existentiel aussi, mais au champ appliqué du terrain qui est notre expérience quotidienne. Donc, est-ce que j'écoute encore lorsque je ne parle plus? C'est aussi une autre question intéressante. Qu'est-ce que je peux découvrir, recevoir, percevoir lorsque je cesse momentanément mon besoin, mon appel à émettre sans arrêt? Vous voyez, les questions sont très très différentes. Cette conscience, donc, qui est plus vaste, cette conscience de l'identité, va nous permettre de sortir plus rapidement et plus facilement de nos voiles liés à nos jeux de rôle et liés à nos souffrances, en fait. Et il est intéressant à ce moment-là de voir que la relation, en l'occurrence, par exemple, la conversation, peut être un espace qui est cette fois-ci aussi dépolarisé. L'importance du silence réceptif, l'importance de l'émission aussi, de l'expression émissive. Donc là, on est avec une danse, on est avec quelque chose qui est de l'ordre de deux dynamiques qui se répondent. Ça crée une fluidité de circulation, une fluidité relationnelle, quelque chose qui respire, évidemment. Et il y a un mouvement de va-et-vient, vous voyez, c'est le lemniscate comme ça. Et là, vous découvrez quoi, à votre avis?
il y a un principe dynamique qui s'exprime, ce va-et-vient, ce mouvement d'aller et retour. C'est le mouvement de la réciprocité du vivant qui s'anime en soi et avec l'autre. Même chose en extension avec la vie. Intéressant. Donc ça vous ouvre à un principe dynamique, ou certains diraient une loi du vivant, qui est la loi de la réciprocité. Vous voyez? Et qui est inhérente au phénomène d'émission et de réception, que nous avons spontanément, de façon induite, mais que nous animons aussi au travers de notre expression. Vous voyez, là on change complètement de paradigme, de sens, et même de niveau conversationnel, quand on aborde ces sujets. Souvent, quand je parle comme ça, j'appelle ça le niveau causal d'expression. On est sur des sujets qui sont vraiment des causes profondes de ce qui se joue en nous, autour de nous, à travers nous, au-delà de nous. C'est au-delà des discussions circonstanciées qui ont tout à fait leur valeur, attention, elles ont vraiment leur valeur, c'est aussi un sujet sur lequel on pourra revenir, mais souvent les personnes qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont en manque de sens, de partage de sens, de profondeur, même de complexité aussi, parce que le monde est complexe, ça ne veut pas dire qu'il est compliqué, mais il est complexe, sont exsangues de ce manque-là et n'arrivent pas à trouver d'espace où aborder les choses déjà peut-être avec ce champ, ce paradigme-là d'expression, de relation, de perception en fait. Donc de questionologie aussi associée, de sensibilité, etc. Il s'agit vraiment là, tout ce que je viens de développer, pour moi, selon ma perception, je précise, vous n'êtes pas obligé de me croire. Voilà, je vous partage juste cela. Comme dirait un certain Jacques de Vacteur, je dépose cela à vos pieds, et à vous de voir comment ça résonne en vous. J'espère, j'ai à cœur que ça puisse vous aider à cheminer davantage vers votre unicité et ce qui cherche à s'exprimer aussi en vous, à travers vous. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que je dis, même à ne pas être d'accord, bien au contraire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'animent, il y a des choses qui se réveillent, qui ont besoin de se dire pour vous, de se reconnaître en vous, c'est génial. Donc c'est parfait. Donc voilà, je reviens sur ce principe dynamique de réciprocité. Vous voyez, on est à un niveau de paradigme, de langage, propre à l'identité, cette fois-ci. Donc, je vais conclure sur cette capsule, si nous revenons vraiment à cet espace de qui suis-je et sur les premières questions que nous abordions. Vous voyez bien que le qui suis-je devient beaucoup plus intéressant quand on déploie tout ça et qu'on interroge qui parle et à partir de quel espace de nous-mêmes ce qui se situe, émerge. Voilà, donc vous êtes plus que votre tempérament, que votre caractère, que votre comportement. C'est vraiment important. L'essentiel, c'est que votre personnalité et votre personnalité puisse être en cohérence avec votre identité et vice-versa. Et donc, vos comportements, donc vos actions. Alors, est-ce que qui je suis serait plutôt aussi, est-ce que la manière d'être que j'ai construite aussi, et qui a une fonction, je l'ai peut-être progressivement confondue avec mon identité. Et la première transformation, c'est de sortir, de s'émanciper de cette confusion-là et de laisser être cette identité, de la laisser apparaître en fait, de la laisser être plus présente. Et comme elle, à nouveau selon moi, elle englobe la personnalité, elle peut à ce moment-là résonner beaucoup plus forte. Elle sort de l'évanescence, de l'inconscience du regard que nous avons porté sur elle. Donc une présence qui serait un petit peu diluée, vous voyez, un petit peu trop transparente en ce sens, un peu trop ténue. Vous voyez, là, elle peut commencer à prendre un espace, à prendre une puissance identitaire. Et dans votre vibration, dans votre résonance. Et là, c'est plus du tout la même histoire. C'est intéressant aussi d'avoir cette image. Donc, cela m'amène à conclure, et qui est quelque chose d'essentiel dans ma contribution, dans mon activité, dans mon travail, c'est que souvent, j'observe que nous essayons de créer une nouvelle réalité depuis le terrain même sur lequel l'ancienne s'est construite. Il ne s'agit pas simplement de renverser
celle qui s'est construite, de la retourner. C'est une étape fondamentale. Mais ne pas oublier qu'elle ne nous fait pas sortir du premier socle de réalité sur lequel elle s'est édifiée à partir de la personnalité. Donc, cette bulle qui est la personnalité en souffrance, vous commencez à la réorganiser en personnalité guérie, on va dire ça, mais l'ensemble de la bulle que les deux composent reste la réalité, l'ensemble de la personnalité. Si vous voulez opérer un vrai changement, que tout ça devienne un tremplin, pouf, vous devez changer de bulle. On va dire la bulle qui est autour, vous devez passer sur l'identité. Et l'identité, elle va bien au-delà du scénario renversé. D'accord ? Donc, la vraie question, c'est comment changer profondément de réalité si l'endroit depuis lequel je la crée n'a pas changé. On revient toujours à cela. Hein ? Donc, comprendre aussi que notre ancien terrain, si on a voulu le différencier, le transformer, et bien sûr a été une nécessité de développement, bien évidemment. Aussi, le comprendre parfaitement, le reconnaître parfaitement, le juguler, le tenir parfaitement, le dompter parfaitement, ne signifie pas encore que vous l'ayez transcendé, que vous en soyez distancié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un certain moment de notre cheminement, selon moi, il ne s'agit plus seulement d'éclairer le passé, l'ancien, ce qui s'est joué. Il s'agit vraiment d'apprendre à habiter un autre espace de soi. Donc l'importance, pour moi, est de conclure depuis quelle expression à nouveau de moi-même suis-je en train de répondre. Je vous propose peut-être cette attention un peu plus aiguisée, par exemple, pour cette semaine, pour la semaine qui va arriver, et aussi d'ajouter depuis quel espace de moi cette expression parle-t-elle. Je le repose. Et peut-être encore une troisième question. Est-ce que cet espace appartient-il encore à la réalité que je cherche précisément à dépasser ? Et justement, si la réponse que vous allez avoir, progressive, intuitive, peut-être instinctive aussi, plutôt j'allais dire intuitive peut-être, si cette réponse changeait aussi, selon l'endroit justement depuis lequel vous vous rencontrez vous-même, et peut-être même que la réponse « à qui suis-je » ne change pas seulement parce que nous évoluons, mais elle change lorsque vraiment nous changeons d'espace depuis lequel nous résidons et nous nous rencontrons en première instance. Donc je vous laisse avec cela. Je vous laisse sentir, ressentir ce que cette question vient ouvrir en vous aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle capsule des Ovnis d'Hélène.